Bonjour à tous, bienvenue dans cette intervention après déjeuner, on va dire. La 8e intervention de la journée, on va parler d'un voyage, le voyage étonnant des entrepreneurs et des investisseurs, mais surtout ceux qui sont autodidactes. Et c'est le cas des 5 personnes qui sont là aujourd'hui. Donc je vais laisser 2 minutes à chacun pour se présenter, même si certains sont déjà passés sur scène. Peut-être qu'on va commencer par toi. Ouais, Si tu t'es je déjà présenté ce matin, mais pour je ceux ferai une qui... présentation un petit peu plus différente et parler plus de mon parcours entrepreneurial. Donc moi, effectivement, autodidacte parce que j'ai pas fait de grandes études. Mon premier métier, c'était mécanicien à 15 ans. Et au fur et à mesure des années, j'ai évolué dans plusieurs domaines d'activité, en passant par la restauration et ma première expérience entreprenante, on va dire, pour pas dire d'entrepreneur, ça a été l'investissement locatif. Donc j'ai commencé par là. Et puis suite à ça, j'ai évolué dans ce domaine-là, l'immobilier, en proposant de l'accompagnement en investissement locatif. Au fur et à mesure des années, j'ai évolué dans le même domaine, donc l'immobilier, pour aujourd'hui être marchand de biens et évoluer dans le domaine du bâtiment. Donc aujourd'hui, entrepreneur dans l'immobilier et le bâtiment. Donc on rentrera dans le détail après effectivement de comment vous avez appris tout ça tout au long de votre parcours. Jérémy, peut-être tu veux te présenter? Oui, bah aussi un petit peu différemment. Donc Jérémy, je suis d'abord entrepreneur. J'ai commencé par l'entraînement sportif en ligne, après en physique. Et puis, après avoir subi pas mal d'échecs dans ce milieu-là, je suis parti sur le bâtiment. Et donc là, j'ai monté une première entreprise dans la construction de piscines, puis une seconde entreprise avec de grandes compagnies. Et la première entreprise, enfin, les deux premières étaient sans compétences réelles et sans argent aussi. Donc voilà un petit peu mon parcours simple. Merci. Laurent? Laurent Boutillier, donc 42 ans, 3 enfants. Alors moi j'ai pas fait d'études non plus, je me suis arrêté très tôt. Pas que j'étais mauvais, j'étais plutôt bon à l'école, mais je m'y retrouvais pas. J'avais très envie de commencer à gagner de l'argent. J'avais mes potes qui n'avaient pour objectif que d'acheter un cahier de texte, un bel agenda et un beau cartable pour redémarrer leur année scolaire. Moi, c'était pas du tout mon kiff. J'étais pas dedans, j'étais aligné avec les autres, mais pas ça. Donc, j'ai beaucoup manqué, étant enfant, d'argent. J'avais aussi peu d'argent, que j'avais beaucoup d'amour. Mes parents m'ont donné énormément d'amour. Ma mère m'a toujours mis en avant, ce qui fait que j'ai déclenché une confiance en moi. Et puis, j'ai très vite volé de mes premières ailes. Sans rentrer dans le détail, j'étais commercial. J'ai développé l'activité pour une entreprise. Au bout de 6 mois, je lui ai expliqué comment il fallait qu'il gère son entreprise. Je lui ai dit, il faut plus de techniciens, plus de commerciaux, il faut un service. Il m'a dit, gamin, si tu sais faire, mets-toi à ton compte. Je l'ai écouté, j'ai démissionné, je me suis mis à mon compte et ça a démarré comme ça, l'entrepreneuriat. Bah, tu nous diras ce que ça t'a appris justement après, je pense, plus en détail. Maxime? Bonjour, donc moi c'est Maxime Jouvin, donc contrairement à vous qui êtes beaucoup dans l'immobilier, donc moi je suis orthodontiste, chirurgien dentiste spécialiste en orthodontie, donc moi j'ai fait 10 ans d'études pour arriver à ce diplôme, et vous avez deux possibilités quand vous atteignez ce niveau-là, c'est d'être dans le salariat, d'être dans un cabinet existant, et moi j'ai pas eu du tout envie de faire ça, j'ai choisi de créer immédiatement mon cabinet avec mon associé. Et dans l'entrepreneuriat en général, j'ai également créé un laboratoire d'orthèse pour tous les appareils qu'on met dans la bouche des enfants et des adultes, toujours dans le contexte de l'indépendance, de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Et puis des sociétés immobilières, bien sûr. C'est comme ça que j'ai rencontré Mathieu qui a créé cet événement. Et puis voilà, on en discutera après. Bon, là, pour le coup, la chirurgie dentaire, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas en mode autodidacte, a Non. priori. Non, non, Mais- On on n'est peut, pas, mais les résultats ne sont pas les mêmes. Hein. Voilà. non, non, on Mais, n'est pas. mais par on est contre, accompagné. on va le voir, tu as quand même eu des challenges en mode autodidacte, notamment dans la partie entreprise de la Bien chirurgie sûr, dentaire. hein, on pourra en parler tout à l'heure, mais dans ces 10 ans d'années d'études, vous avez 0 heure ni minute où on vous apprend à créer une entreprise et à gérer des salariés et tout le reste. Sonia, bonjour. Oui, bonjour, donc moi c'est Sonia, je suis entrepreneur désormais, autodidacte. Pourquoi? Parce que je viens de très loin. Je suis issue d'une famille d'ouvriers. Je suis née dans une famille d'ouvriers. Mes parents n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Et pour eux, l'école était très importante et était la clé de la réussite. Donc ils nous ont élevés, moi et mes frères et sœurs, dans l'idée qu'il fallait faire de grandes études. Pas trop non plus, fallait pas trop briller non plus, mais en tout cas faire des études pour devenir cadre, avoir la petite maison, etc. Donc j'ai fait des études, je me suis appliquée, j'ai fait des études de droit, je suis devenue avocate. D'abord en France, après je me suis essayé le journalisme à Londres, ça m'a pas plu du tout.
Je suis redevenue avocate, mais en Angleterre. Et puis, il manquait toujours quelque chose, jusqu'à ce que je finisse par comprendre avec le temps qu'en réalité, eh bien, j'étais entrepreneur. Donc, ça a été, on va dire que je suis entrepreneur autodidacte parce qu'il a fallu que je me détache de tout ce conditionnement de la société et de ma famille. L'idée d'être entrepreneur était tellement loin que ça a été tout un chemin assez long avant de me découvrir entrepreneur. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à parler justement du fait d'être autodidacte pour la plupart des entrepreneurs. On a une stat qui est intéressante, c'est que 56% des entrepreneurs se définissent comme autodidactes, donc plus d'un entrepreneur sur deux a appris de lui-même, c'est-à-dire qu'on n'a pas de parcours scolaire typique, on n'a pas non plus de choses hyper scientifiques, mais vraiment aussi apprendre par l'expérience, les échecs, on le sait, on l'a vu aussi dans d'autres interventions. Et 70% des millionnaires sont des self-made men ou women. Donc encore une fois, pas de parcours prédestiné de base pour devenir millionnaire. Et finalement, est-ce qu'on pourrait même se poser la question à l'inverse, est-ce qu'un parcours classique, scolaire, grandes écoles, etc., amènerait à avoir autant de réussite justement, de manière générale, que des entrepreneurs qui partent de rien? On va le voir aussi avec les parcours de chacun. La première difficulté des entrepreneurs, souvent, c'est l'argent. Quand on veut entreprendre, quand on veut démarrer, on n'a pas d'argent, puisque quand on est en amorçage d'une activité, on a souvent les difficultés financières pour se lancer. Est-ce que quelqu'un veut prendre le micro pour nous partager un petit peu ses expertises là-dessus? Moi, pour ma part, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat par cette agence immobilière spécialisée en investissement locatif, j'avais pas besoin de fonds à proprement parler. J'aurais pu en avoir besoin si j'avais souhaité déléguer certaines tâches comme la création de contenu ou certaines tâches administratives. Mais j'ai compris que par contre, j'avais du temps. Donc en fait, j'ai remplacé ce besoin de fonds par le temps que j'avais à y employer. Et j'utilisais mon temps du coup pour développer les différents domaines qu'on peut avoir dans une entreprise. Et donc pas lié à ça par le temps personnel. Moi, pour le coup, quand j'ai entrepris la première franchise que j'ai ouverte, j'avais effectivement pas d'argent pour pouvoir le faire. J'ai menti. Voilà, il n'y a pas prescription parce que c'était il n'y a pas longtemps. Mais j'ai dit au franchiseur que j'avais l'argent. Et au moment où j'ai fait la formation, en même temps, j'ai essayé de commercialiser pour avoir l'argent. Coup de chance, ça a marché. Coup de chance au travail, je ne sais pas. La seule chose que j'avais, c'était le temps et la volonté pour travailler. Donc, ils m'ont aussi aidé, ils m'ont tendu la main. En fait, la condition qu'il y avait pour entrer dans cette franchise, c'était qu'effectivement, ils savaient que j'avais pas trop de moyens. J'avais mis tout dans ma résidence principale. Et ils m'ont demandé de travailler pour eux pendant 6 mois à 600 km de ma femme, qui était enceinte. Donc, ambiance un peu tendue au départ, mais elle m'a soutenu. Donc, je suis parti, j'ai travaillé avec elle. Et puis, pour financer tout ça, il y a eu quelques galères. J'ai vécu dans un garage pendant 6 mois là-bas. Je travaillais pour un des franchisés, donc j'ai pu apprendre vraiment le métier. C'est comme ça que je l'ai appris, sur le terrain et avec eux. Et ensuite, quand je suis redescendu, là, j'ai commencé à les payer avec la commercialisation que je faisais en parallèle à distance, du coup. Voilà. Une sorte de sacrifice quand même, on dirait, pour réussir en tout cas et pour te challenger toi-même. Il y a des difficultés des fois à avoir de l'argent pour amorcer quelque chose, puis il y a aussi les difficultés financières qu'on peut vivre au quotidien, parce que souvent quand on entreprend quelque chose au départ, quand on démarre, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de chiffres, ou le peu de chiffres qu'il y a au départ, il est réinvesti aussi pour développer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager une expérience là-dessus sur la difficulté à joindre les deux bouts, justement, au-delà d'avoir une somme au départ? Mais en fait, on manque tout le temps d'argent. C'est pas une question du démarrage, de milieu de vie, fin de vie. Simplement, le montant dont on manque est en adéquation avec les projets que l'on a. Moi, j'ai commencé, je dis toujours aux gens, si vous démarrez avec rien, vous avez de la chance, j'ai démarré à découvert. C'est-à-dire que j'étais en moins sur mon compte. J'avais un grain de papier, j'avais une feuille, mais j'avais toute la motivation du monde. Et ça m'a permis de pouvoir m'en sortir. Un bon chef d'entreprise n'est pas quelqu'un qui vend. Un bon chef d'entreprise est quelqu'un qui sait gérer. C'est un bon gestionnaire. Parce que si tu vends pour 1000, mais que tu vis avec 800, tu fais du bénéfice. Si tu vends pour 1000, mais tu vis à 2000, tu crées de la dette. Aujourd'hui, je fais un projet, j'ai besoin de 700 000 euros en apport. Donc je mets 700 000 euros sur la table. Donc j'ai besoin de liquidité. Quand j'ai démarré, j'avais besoin peut-être de 7 000 euros. L'échelle est complètement différente en fait par rapport au moment où on avance. Bien sûr, tous les chefs d'entreprise sont des gens qui sont ambitieux. On a toujours envie de mieux, de se challenger. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on avance, il nous faut toujours plus de ronds. Donc, l'idée, on est toujours partagé entre l'idée de se dire, OK, est-ce que je dépense de l'argent? Est-ce que j'investis de l'argent? Moi, j'ai des gens qui regroupent, qui viennent dans mes programmes et qui me donnent de l'argent pour venir avec moi et faire quelque chose. Ce qu'on appelle un investissement. Ils investissent sur eux-mêmes pour pouvoir faire plus. Vous voyez, c'est vraiment la différence. Et
je côtoie des gens qui font des très gros deals, qui travaillent avec des branches comme BNP Real Estate ou travaillent avec l'OTAN, etc. et qui ont besoin de 7 millions, 8 millions, 9 millions d'apports à mettre sur la table. Et ils ont aussi des problèmes de liquidité. Et quand je leur dis, moi, il faut que je trouve 700 000, pour eux, c'est pas grand-chose. Et pour moi, c'est beaucoup. Tout est question de référentiel, ça c'est certain, et de là où on se place. Il y a aussi, ça me fait rebondir sur un sujet qui est le salarié qui veut devenir entrepreneur. Toujours ce confort d'un côté, cet inconfort de l'autre, cette passation aussi, de passer de l'un à l'autre. Et souvent, c'est pour des questions financières, au-delà de l'appétence au risque, etc. Tout revient quand même au niveau de l'argent. Est-ce que ça a été le cas d'entre vous? Quelqu'un qui a été salarié et qui est passé entrepreneur? Moi, effectivement, je fais le passage de salarié à entrepreneur et j'ai utilisé cette période du coup pour développer mon activité d'entrepreneur en même temps que j'avais cette période de salarié, ouais, effectivement. Ok. Sonia? Et, moi, pareil, surtout aussi, j'étais en profession libérale et c'est vrai que c'est pas évident quand on est dans cette phase. Mais moi, personnellement, c'est l'investissement immobilier qui m'a permis de générer les fonds dont j'avais besoin pour démarrer. Parce que c'est vrai qu'effectivement, on a toujours besoin d'argent à tout moment. Mais quand même, pour se lancer, en tout cas pour ma part, j'avais besoin d'un budget au départ et j'avais mes investissements et je les ai toujours d'ailleurs. Et c'est ça qui est génial avec l'investissement immobilier, c'est que en fait, on a des actifs qui tournent et à tout moment, dès qu'on a besoin, il suffit de déboucler une opération. Tu vois, toi, les 700 000 euros, tu déboucles une opération et tu les as, quoi. À condition d'avoir des investissements liquides, effectivement. Oui. Et voilà, de bons investissements. Construire une entreprise en mode autodidacte, c'est pas simple. Quand on vient du monde du droit, etc., ça l'est peut-être plus. Mais quand on vient d'un monde qui est totalement différent, qui n'est pas du tout administratif, est-ce que vous avez rencontré des difficultés à vous faire accompagner ou à le faire vous-même? Ah non, mais c'est clair, c'est jamais simple de créer une entreprise. On part de zéro, en fait. C'est le principe de la création. Je pense sincèrement, et moi je parle de mon exemple, où clairement je n'y connaissais rien du tout. L'essentiel, pour moi, ça a été d'être bien entouré, de me former, de comprendre. Et je dis souvent cette phrase, c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est-à-dire que je vais faire confiance à la personne qui m'accompagne, mais je vais quand même chercher à me former pour essayer de comprendre ce qu'il est en train de me raconter. Parce qu'on peut vite se faire avoir. Et de se faire avoir au départ, ça fait mal. Parce que je crois qu'il y en a qui ont créé des boîtes qui sont tombées, qui en ont recréé. Moi, pour l'instant, j'ai cette chance d'avoir toujours la première boîte que j'ai créée qui fonctionne, mais ce n'est pas toujours le cas. Exactement, je rebondis sur ce que tu dis sur comment être entrepreneur. Même toi qui as fait plusieurs années d'études, tu n'as pas eu cet apprentissage dans ton parcours. Ah non, on ne nous apprend pas du tout. On nous apprend à soigner des gens, mais pas à créer une boîte. Exactement. Et tu vois, même moi, pour être parti sans bagage scolaire, il a fallu apprendre sur le tas chaque étape. Et aujourd'hui, on a quand même la chance d'être dans une ère technologique, on a beaucoup d'informations à portée de main et on a tous les éléments nécessaires pour se former au quotidien. Et chaque étape, on peut avoir la réponse, j'ai envie de dire presque en tapant sur Google la question, et on a une piste de réponse pour pouvoir avancer au quotidien. Et je pense que c'est d'être dans la formation continue qui nous permet d'avancer. C'est un peu le piège aussi, je me permets, parce que quand on va sur Internet, tu as tous les médias, tous les réseaux sociaux qui te font comprendre que tu es une grosse merde. C'est-à-dire que tous les gens réussissent sur Internet, tous les gens ont de l'argent, ils sont tous bankable, ils sont tous beaux, ils sont tous intelligents. Moi, j'ai l'odeur du placo encore dans le nez. Ça m'est arrivé à 2h du matin, 3h du matin. J'avais 20 ans. Premier investissement, je l'ai fait à 19 ans. Et j'y allais parce que j'avais plus d'artisan, j'avais plus de pognon, j'avais plus d'argent. Et je voulais pas que mes parents me prêtent de l'argent. Parce que c'était mes premiers investissements. Je me suis retrouvé 2h du matin, faire du placo, faire du carrelage. J'ai loué un appartement en Airbnb où j'avais mis une rubalise et j'avais expliqué aux gens qu'ils pouvaient aller dans l'entrée pour aller aux toilettes, ils pouvaient aller dans la salle de bain et dans la chambre, et que la cuisine et le séjour, c'était pas encore prêt, et je le louais 30 € la nuit. Et du coup, quand c'était pas loué, j'allais faire des travaux. Je voudrais dire ça parce que on est dans l'entrepreneuriat et beaucoup de personnes se disent mais moi j'y arriverai pas, c'est facile pour eux, mais moi c'est difficile, je comprends pas. Mais plusieurs fois j'ai créé une société et je me suis retrouvé dans ma bagnole face au rétroviseur. Et face au rétroviseur, j'étais en train de me regarder presque en chialant, en me disant mais est-ce que c'est normal que ma secrétaire ne veuille pas faire d'heures supplémentaires ? Est-ce que c'est normal que mon gars me demande le camion et que si j'y donne pas pour faire un déménagement le week-end, il va m'en vouloir ? Est-ce que c'est normal que j'ai un faillot qui vient tout me raconter ? Est-ce que c'est normal que j'ai un mec qui pique du gasoil dans ma boîte ? Est-ce que je suis pas tout seul dans le bateau à essayer de faire les choses ? Et ça, c'est tous les entrepreneurs. Et les entrepreneurs qui se disent « j'ai regardé sur Internet, j'ai l'impression que c'est pas comme ça », sachez que c'est difficile pour tout le monde et qu'il faut passer par là pour au moins y arriver. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai jamais vu quelqu'un ne pas travailler et y arriver, et j'ai vu quelques personnes beaucoup travailler et y arriver.
Donc dans les choix, j'ai choisi le deuxième, tu vois. Et surtout pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, les compétences qui sont nécessaires pour réussir en tant qu'entrepreneur, c'est des compétences qui sont émotionnelles, c'est de l'intelligence émotionnelle, et c'est des choses qui s'apprennent pas du tout à l'école. Et j'ai envie de dire, j'ai remarqué avec des amis qui sont soit ingénieurs ou même avocats, en fait, quand on a appris une profession, on a déjà des compétences dans la tête et c'est hyper dur vraiment de retirer ces compétences, de vider le vase et de le remplir avec les compétences qu'il faut pour être entrepreneur. Et encore une fois, des compétences qui ne s'apprennent pas du tout à l'école, mais qui s'apprennent sur le terrain par une espèce de tempérament, une force de l'esprit et qu'on est tout seul à avoir, quoi. Est-ce qu'on pourrait dire que les entrepreneurs ont plus des profils intuitifs que scolaires? C'est pas que intuitif, c'est tout. En fait, c'est de la gestion de projet, c'est aussi avoir du bagou, c'est avoir du courage, être déterminé. C'est juste des qualités humaines, hein. Pour moi, c'est des qualités humaines, ouais. Et pour moi, personnellement, en tant que juriste, je dois vraiment mettre de côté mes compétences juridiques pour être entrepreneur. Et par contre, le jour où je me remets vraiment ça m'arrive de faire voilà, des choses encore juridiques, je vois que c'est pas du tout la même chose, quoi. Je reviens sur un sujet dont tu parlais, Fabien, sur la partie réseaux sociaux, accès, Google, etc. Pour mettre effectivement quelques parenthèses là-dessus, j'ai testé ChatGPT l'autre fois sur un sujet qui est le congé pour vente, par exemple. Voilà. Et clairement, j'ai dû lui expliquer à peu près 4 ou 5 fois qu'il avait tort. Parce qu'il faisait une petite erreur sur notamment quand devait s'ouvrir le droit de préemption du locataire qui était à l'intérieur. Donc attention aussi à ce qui est effectivement montré. Alors au-delà du paraître dont tu parlais, Laurent, mais sur aussi finalement des choses qui peuvent paraître juridiquement vraies ou scientifiquement vraies, qui ne le sont absolument pas. Donc c'est vrai que se faire bien accompagner en local peut-être, etc. Est-ce que vous avez des conseils là-dessus sur comment éviter justement de croire un petit peu le dernier qui a parlé, quoi? Et effectivement, tu parlais des réseaux, Laurent. Quand j'ai fait mon premier échec, en fait, je suis parti. Donc, l'entreprise de coaching marchait très bien. On a monté une boîte au Maroc, on est parti. En fait, les gens qu'on avait recrutés étaient absolument pas compétents. 15 jours, on a fait faillite. On ne croit plus trop en soi. Donc, il faut mieux couper les réseaux sociaux. Et là, le secret, c'est de s'entourer. Il faut s'entourer au maximum de personnes qui peuvent vous aider, et notamment d'entrepreneurs qui, moi, m'ont donné de bons conseils, qui l'échec en fait en entrepreneuriat n'existe pas tant qu'on recommence. Donc échouer une fois, c'est pas grave. On sait que celle-là, on la refera pas. Puis une fois que vous les avez toutes faites, normalement, on commence un petit peu à réussir. Et après, ça commence à marcher. Ça nous permet d'apprendre difficilement des fois, mais en tout cas d'apprendre plus vite et de manière assez ferme. On a une question, je crois, en live. Je ne sais pas si on peut l'afficher. Bonjour, alors moi je suis Catherine, je suis en création d'entreprise et ma question c'était de savoir comment on peut être multicasquette quand on est auto-entrepreneur, c'est-à-dire qu'on doit être comptable, commercial, RH, dirigeant. Alors comment vous faites? Merci Catherine pour la question. Est-ce que quelqu'un veut prendre le micro? Alors oui, je me permets de commencer à répondre à la question. Alors effectivement, au démarrage, on a toutes les casquettes, mais très vite, il faut apprendre à déléguer. C'est vraiment la clé. Très vite, il faut apprendre à déléguer en fait, et à recruter. Voilà. Bah, clairement, en fait, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, hein. Moi, au début, on est seul, hein, avec mon associé, on était seul, on a dû forcément tout gérer, et on a compris que finalement, la seule solution, c'était de déléguer. De notre côté, dans notre entreprise, nous, on est 13 pour un cabinet d'orthodontie et un laboratoire d'orthèse, et chacun a son rôle. Et moi, je ne fais plus que de l'orthodontie. C'est-à-dire qu'au début, forcément, Catherine et tous ceux qui veulent se lancer, vous allez devoir tout, pas savoir faire, mais un minimum mettre la main à la pâte. Et ensuite, petit à petit, vous allez devoir déléguer. Et c'est super important. Pour moi, c'est l'étape d'après. Il faut déléguer pour pouvoir progresser. Ouais, puis Ça, je pense c'est qu'il y a essentiel. déléguer, mais aussi prioriser les tâches. Ouais. Et quand on est entrepreneur, on a souvent tendance, quand on se lance, à vouloir tout faire, avoir le plus beau site internet, le plus beau logo. Mais est-ce que vraiment c'est l'essentiel? Et pas plutôt aller chercher le premier client, le premier point où on va pouvoir aller facturer, plutôt que de se concentrer sur les choses qui sont, à mon sens, au début futiles, comme je le disais, un logo, un site internet. C'est peut-être pas des fois les choses essentielles, et il faut vraiment, je pense, se concentrer sur les bonnes choses au départ. Oui, souvent dans ce genre de cas, l'argent règle le problème. Il faut se concentrer sur du chiffre d'affaires. Parce que c'est facile à dire déléguer. Au début, on se dit ouais, mais j'ai pas d'argent. Comment je vais trouver des gens qui acceptent de travailler avec moi pour ça? En s'associant, en essayant d'emmener des gens dans le projet. Souvent, quand on est entrepreneur, on est convaincu de son projet, donc ça peut aider. Puis je pense qu'au début, il faut quand même essayer de comprendre tous les sujets.
dans les grandes lignes. Et puis après, petit à petit, se concentrer absolument sur le chiffre d'affaires et sur la marge. Et quand on a de l'argent, normalement, une boîte, après, on trouve vite des solutions. Alors, tu veux intervenir, Maxime? Oui, oui, bien sûr, parce que attention aussi au piège du serpent qui se mord la queue en disant il faut que je fasse du chiffre d'affaires et ensuite je pourrai déléguer. Moi, de mon côté, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que ok, je suis arrivé à un palier, là, sans parler de chiffre d'affaires, juste de temps passé dans mon entreprise, là, je peux plus. Et maintenant, je sais que je vais un petit peu perdre, je le sais, voilà, j'aurai peut-être un peu moins d'argent tous les mois. Cependant, j'aurai plus de temps pour avoir rajouté une plus-value. Et moi, ma plus-value, c'est pas expliquer les devis, c'est pas compter l'URSSAF, tu vois, c'est pas ça. La plus-value, c'est recevoir des patients et bosser. Et le temps, on a tous une journée de 24 heures. Donc en fait, au bout d'un moment, c'est vraiment essentiel. Et s'il y a un message vraiment, il faut savoir déléguer aux personnes qui vont faire d'autres choses que votre plus-value intrinsèque. Je conçois que cette période, elle n'est pas évidente. C'est une période charnière où soit tu prends le risque de surstaffer pour un business qui n'est pas encore là, soit tu attends que le business soit là, mais du coup tu te mets sous pression et ta qualité de service aussi en pâtit. Et du coup tu embauches après, une fois que tu as le chiffre. Pardon, juste Sonia? pour compléter, en fait, au début, on fait tout, on a effectivement toutes les casquettes, et dans tous les cas, il faut se concentrer sur le chiffre d'affaires. Mais ensuite, une fois qu'on a tout fait, que le chiffre d'affaires commence à rentrer, là, il est temps de commencer à déléguer, etc. Enfin, c'est vraiment dans l'ordre. Et surtout prioriser, effectivement, dès le début. Mais là, Catherine, elle n'est pas prête. Hein. En fait, quand on se pose ce genre de questions, il ne faut pas le faire. Un chef d'entreprise ou quelqu'un qui veut se mettre à son compte ne se pose pas ce genre de questions. En fait, quand tu es habité par l'idée de développer une affaire, tu ne te poses pas la question de savoir si dire tu vas faire un bilan trimestriel, une situation, un bilan annuel, est-ce que tu vas appeler un comptable, tu vas aller voir une banque, parce que tous les problèmes vont arriver au fur et à mesure et tu vas les traiter au fur et à mesure. Moi, j'étais débordé quand j'avais une société. Aujourd'hui, j'en ai 4 qui tournent très bien, je suis débordé. Mais de façon complètement différente. Et j'aurais jamais pensé avoir besoin d'un juriste, d'avoir besoin d'un fiscaliste, d'un expert comptable, d'une assistante personnelle que j'ai au quotidien. Mais c'est venu au fur et à mesure. On m'aurait donné ça le premier mois, j'aurais même pas su les occuper. Donc quand Catherine, elle dit comment je vais faire pour faire la comptabilité, et comment je vais faire pour faire la banque, comment je vais faire pour avoir mes stocks, comment je vais faire. En fait, dans sa tête, elle essaie de se rassurer pour pas le faire. Parce que si elle trouve des solutions, elle est obligée de se mettre à son compte. Et c'est là où ça pose le problème. Et la vraie question, parce que là, la finalité, c'est pas de se mettre à son compte. Il y a des gens qui sont très bien dans leur vie sans se mettre à leur compte. C'est juste qu'elle est intriguée par ça, elle a envie, elle a peut-être des copines ou des copains qui le font. Elle se dit j'aimerais bien avoir l'envers du décor, c'est-à-dire avoir un petit peu plus de rond, mais je me pose des questions. Donc l'idée, c'est déjà de se dire ces questions-là, elles viendront au fur et à mesure, ça sert à rien de se les poser. Et quand elle sera plus préoccupée par ça, elle pourra se mettre à son compte. Est-ce que je peux me permettre? C'est vrai que ça fait très peur. Et je pense qu'elle a peur parce qu'elle voit beaucoup, beaucoup de problèmes. Et en fait, si vous voulez, c'est comme une montagne qui est face à vous. Vous allez la faire marche par marche. Moi, je me revois encore en première année de médecine à louer tous mes livres. Et je les ai posés à côté de moi. Et j'avais plus d'1 mètre de bouquins. Comme ça. Et j'avais 1 an pour tout connaître par cœur et passer un concours. Mais putain, je me suis dit, mais je vais jamais y arriver, bordel. Et en fait, tu vois, tu fais ligne par ligne, chapitre par chapitre, etc., etc. Et ça a matché, ça l'a fait. Et c'est pareil pour l'entrepreneur. N'aie pas peur. Ça te semblera impossible jusqu'à ce que tu le fasses, Catherine. Et tous les autres. Ça vous semblera impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. C'est sûr, mais step by step, ça va le faire. Il faut y aller, c'est tout, quoi. D'autant qu'il y a une stat que je vais vous partager qui est intéressante, c'est 20% des entrepreneurs autodidactes parviennent à créer une entreprise qui génère 500 000 € de chiffre d'affaires en 5 ans. Donc c'est long, pas trop de raccourcis quand même. Tout le monde ne devient pas multimillionnaire, y compris en chiffre d'affaires de business, parce qu'il faut aller chercher quand même ce business en quelques mois, quelques années. Donc on voit que finalement cette scalabilité, elle se fait quand même pour la plupart progressivement. Pas besoin non plus d'aller griller des étapes. Comment vous gérez? Si vous avez des exemples concrets, par exemple, toi tu parlais, Laurent, tu avais une boîte qui était débordée, tu as structuré différemment, mais tu l'es toujours parce que dans d'autres missions. Est-ce que vous avez des exemples, justement, de ce moment charnière où vous avez dû faire le choix, tu parlais, Maxime, d'embaucher pour passer une étape? Est-ce que c'est une question de chiffres? Est-ce que c'est une question de marge? Est-ce que c'est une question de personne? Est-ce que c'est une question de temps? C'est quoi votre retour là-dessus? C'est un peu de tout, en fait. C'est un peu de tout ça. C'est que tu arrives à un moment où, encore une fois, au début, tu fais tout seul. Et puis ensuite, tu priorises, tu t'aperçois des tâches qui sont absolument indispensables pour générer du chiffre d'affaires. Et tu réfléchis aux tâches qu'il y a à faire. Et moi, par exemple, à mon niveau, j'ai un organisme de formation. Et au début, donc, je faisais absolument tout toute seule jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais besoin d'une assistante. Et voilà, là, je suis en train de recruter toute une équipe. Ok. D'autres réactions sur
Sur le recrutement, justement Non, ben moi, je fais tout avec ma femme. Donc, quand je vois tout le boulot qu'on fait à deux, je lui dis si on avait une autre femme dans notre couple, ça pourrait vraiment nous aider, mais elle n'est pas d'accord. Donc, on s'est arrêté là. Voilà, donc, Tu fais plus de boulot qu'elle ou elle en fait plus que toi? je pense que sans elle, je suis rien, et sans moi, elle n'est pas grand-chose. Donc pour y avoir un Donc, deuxième partant homme de aussi. ce dans le couple. principe-là, je pense qu'elle travaille beaucoup plus que moi pour se rassurer. Parce que elle vient d'une éducation, elle a fait beaucoup d'études contrairement à moi, et elle vient du salariat, et elle a, je pense, gardé inconsciemment en elle le fait que faire des heures, qu'on ait du chiffre ou pas, ça la rassure, c'est ce sentiment du devoir accompli. Moi, il peut se passer une journée où j'ai fait du sport, j'étais avec les enfants, et à la fin de la journée, je me sens très très bien. Ça peut pas être possible pour ma femme, mais chacun vit comme il le souhaite. Elle a cette mentalité de salariat au démarrage. Maintenant, c'est une chef d'entreprise, elle a accompli, elle va continuer à s'améliorer comme moi, et en tout cas, tous les deux, on fait des belles choses, je trouve. C'est sûr, moi aussi, c'est marrant que tu parles de ta femme, parce que moi, j'ai pas encore parlé de ma femme, mais c'est vrai que moi, j'ai créé ces boîtes-là, et pour la partie immobilière, parce que j'ai rencontré tous ces gens-là via l'immobilier, et cette partie-là, moi, on parle du temps, tout à l'heure, tu en as parlé, j'aurais clairement pas le temps de gérer tout ça. Alors, il faudrait que j'engage encore plus de salariés, mais ça, faudra voir, mais c'est ma femme qui gère tout ça. Et on est clairement une équipe. Alors vous, je sais pas si vous êtes accompagné, si vous avez une chérie, un mari, etc. Mais moi, on est vraiment une équipe. Et ça, c'est vraiment chouette. Et il y en a, c'est pas le cas. Peut-être Catherine, elle est vraiment seule, je sais pas. Et tous les autres. Moi, je sais que j'ai vraiment cette épaule sur laquelle je peux me reposer. Et ça marche bien, c'est cool. Et pour ceux qui nous regardent et qui auraient des enfants, justement, souvent, quelle est leur place quand on entreprend comme ça? À la cave, hein, nous, ils font les paquets, les colis. Non, les enfants sont la résultante de ce que l'on veut donner. En fait, ils sont. Moi, je me rappelle, on a des laveries automatiques aussi. Et la première fois que j'ai ouvert une laverie automatique, ma fille, elle avait 6 ans à l'époque, et elle me dit, papa, elle est habituée à avoir notre parc immobilier. Elle dit, papa, pourquoi on fait un appartement avec autant de machines à laver? Ça a été la première réaction qu'elle a eue. C'est vachement beau parce que tu te dis bon, et ils sont là-dedans. On leur en parle pas. Mais ma fille a appris à compter avec la monnaie de la laverie automatique. Donc on allait en banque, elle comptait les billets, elle a appris les dizaines, les unités, les centaines, les milliers comme ça. Et les enfants sont dedans. C'est pas volontaire de leur donner une éducation financière, mais c'est parce qu'ils sont avec nous que ils sont dedans. Nous, on aime travailler. Donc faire un webinaire, c'est notre kiff. Faire un tunnel de 9 ans, c'est notre kiff. Faire des coachings, c'est notre kiff. Donc les enfants, quand on est en vacances, qu'on part 3 semaines avec eux, on leur dit papa et maman, ils vont faire un webinaire ce soir, c'est chute. Les enfants, ils savent que c'est chute pendant 2 heures parce que papa et maman, ils sont en webinaire et pourtant, c'est les vacances. Ils sont là-dedans, puis on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, nous, on les force pas, mais on leur propose ce que l'on fait. Merci pour votre retour. Pour conclure, est-ce que vous pouvez répondre à une question que j'ai envie de vous poser? Est-ce que l'autodidaxie permet de peut-être aller plus vite qu'un parcours un peu moins atypique? Ça fait juste plus mal. C'est une bonne réponse. D'autres éléments de réponse? Non, c'est que tu n'as pas de cadre. Et en fait, finalement, tu t'en sors tout aussi bien. Il n'y a pas de problème. Il faut y aller, c'est tout. Au bout d'un moment, si tu as bien étudié tout ton projet, il ne faut plus avoir peur, quoi. Maintenant, il faut y aller, c'est tout. Et j'ai ajouté, il faut juste être débrouillard. C'est la compétence principale, je trouve qu'il faut avoir. Être débrouillard. Et réussir à s'en sortir toujours, en toutes circonstances. Merci à vous 5 pour vos retours d'expérience, qui j'espère auront en tout cas servi aux gens qui veulent entreprendre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup.